Lorsque la porte de la vieille cave de la famille Dubois s'ouvrit pour la première fois depuis de longues années, personne ne se doutait qu'un véritable secret s'y cachait. Le serrurier pensait être venu pour une commande normale, celle de remplacer le câblage, et les gendarmes étaient sûrs que leur présence n'était qu'une formalité. Mais dans les profondeurs de la cave, une découverte les attendait, après laquelle il n'y aurait plus de retour en arrière. À la lumière des torches, une femme gisait sur le froid sol en pierre. Elle était si épuisée qu'elle ne pouvait même pas se redresser pour aller à la rencontre des personnes qui étaient entrées. À côté, près d'un vieux pressoir à vin, gisait une lourde chaîne métallique. Il était évident que la femme avait passé un très long moment ici. Les gendarmes appelèrent l'ambulance et quelques heures plus tard, il fut révélé que la femme découverte était Cécile Dubois, portée disparue depuis plus de 10 ans. Pendant tout ce temps, le propriétaire de la maison, son frère biologique Antoine, avait vécu tranquillement au-dessus de cette même cave, assurant à tous que sa sœur était partie de son plein gré dans une communauté spirituelle des Vosges et ne voulait plus avoir de contact avec personne. Antoine n'essaya même pas de se justifier lorsqu'il fut arrêté sur le champ. Il observa la scène en silence, comme s'il s'était déjà préparé à cette issue. Et peu après, des documents furent trouvés dans la maison, dans lesquels la sœur aurait renoncé à sa part d'héritage. Cependant, les signatures sur ces papiers s'avérèrent être des faux, et il n'y avait eu aucun versement d'argent à la sœur. C'est ainsi qu'une simple vérification des câbles électriques révéla par hasard une histoire qui était restée cachée pendant de longues années. Et maintenant, les enquêteurs devaient découvrir comment Antoine avait réussi à garder Cécile secrète pendant si longtemps et pourquoi personne dans les environs n'avait rien remarqué. Pour comprendre comment la famille Dubois avait pu en arriver à une telle situation, il fallait remonter un peu dans le temps. Dans les archives et les témoignages des voisins, rien d'inhabituel ne fut trouvé. Une maison tout à fait ordinaire, une famille tout à fait ordinaire, du moins, c'est ce qu'il semblait à tous ceux qui vivaient à proximité. La maison de la famille Dubois se tenait à l'orée du petit village de Vieux-Chêne, non loin de Colmar, juste à côté des vignobles. C'était une vieille demeure avec un grand terrain, transmise de génération en génération depuis plus de 100 ans. Les parents de Cécile et Antoine Dubois jouissèrent d'une bonne réputation parmi les habitants. Ils étaient connus comme des gens honnêtes qui n'entraient jamais en conflit avec personne. Mais en juin 2013, la vie de la famille changea du tout au tout. D'abord, la mère décéda, et peu après, le père également. Les parents laissèrent leur héritage à leurs 2 enfants adultes, Cécile et Antoine, à parts égales. La maison et le vignoble furent divisés de moitié. Il semblait qu'il n'y aurait pas de problème. C'était une étape simple et logique. Mais il devint vite évident que la division de la propriété n'était que le début d'une histoire bien plus compliquée. Les voisins décrivirent Cécile comme étant calme et un peu réservée. Elle participait rarement aux fêtes du village et restait plus souvent à la maison, lisant des livres ou s'occupant du jardin. Elle s'intéressait aux pratiques spirituelles et racontait parfois aux voisines qu'elle voulait trouver un sens particulier à la vie. Les habitants ne furent pas particulièrement étonnés par sa réserve, ils considéraient simplement Cécile comme un peu étrange. Son frère Antoine était l'exact opposé de sa sœur. Un homme sans emploi fixe qui se débrouillait occasionnellement avec des petits boulots, mais vivait la plupart du temps aux frais de ses parents et plus tard, de l'héritage. Les voisins le voyaient constamment s'activer autour de la maison, s'occuper du jardin et du vignoble. Cela lui valait une bonne réputation, mais ne pouvait cacher le fait évident. Antoine était au chômage et entièrement dépendant de la maison parentale. Environ 6 mois après le décès des parents, début 2014, les voisins remarquèrent les premiers changements. Selon les habitants, Cécile confia à plusieurs reprises à des connaissances ses projets. Elle disait que la maison était trop grande et qu'il lui était difficile de s'en occuper, surtout après le départ de ses parents. Lors d'une des rencontres avec le notaire, qui fut ensuite consignée dans des documents officiels, Cécile fit part de son intention de vendre sa part de la maison et du terrain. Pour elle, c'était une décision logique. La moitié de l'héritage pouvait lui assurer une indépendance financière et lui permettre de commencer une nouvelle vie. Cependant,
Comme le montraient un de ces mêmes registres, Antoine réagit de manière extrêmement négative à l'intention de sa sœur. Il était catégoriquement opposé à la vente et refusa même de discuter de toute option de transaction. Pour Antoine, cette maison n'était pas simplement une propriété, mais le symbole principal de sa vie. Il ne se sentait réussi que s'il voyait la maison et le vignoble en parfait état. Antoine ne pouvait se résigner à l'idée que la moitié de la maison puisse tomber entre des mains étrangères. Le conflit entre frères et sœurs s'aggrava progressivement. Les voisins se souvenaient que Cécile semblait de plus en plus inquiète, bien qu'elle ne discutât jamais ouvertement de la situation à la maison avec qui que ce soit. Néanmoins, il était clair, l'atmosphère au sein de la famille s'était nettement détériorée. Antoine devint, selon les récits des témoins, renfermé et irritable. À plusieurs reprises, des voisins entendirent le frère et la sœur se disputer bruyamment à propos de quelque chose dans l'arrière-cour, mais ils se taisaient rapidement lorsqu'ils remarquaient des regards étrangers. En mars 2014, quelques semaines seulement après que Cécile eut officiellement exprimé son désir de vendre sa part, elle ne fut soudainement plus vue dans le village. Au début, personne n'y prêta attention. Cécile était une personne réservée. Elle pouvait simplement partir quelque part sans donner d'explication. Cela ne parut pas étrange. Antoine raconta aux voisins que sa sœur avait décidé de changer complètement de vie et était partie dans une communauté spirituelle des Vosges. Cela sembla convaincant et correspondait au caractère de Cécile. C'est pourquoi personne ne vérifia particulièrement la version d'Antoine. Et bientôt, les villageois s'habituèrent à voir Antoine seul. Il continua à vivre dans la maison parentale, à entretenir le jardin et le vignoble, et donnait l'impression d'un propriétaire idéal. Rien dans son comportement n'était suspect, au contraire. Tout le monde s'habitua à le plaindre, pensant que sa sœur l'avait simplement abandonné, le laissant seul avec la grande maison et les soucis du vignoble. Personne ne pouvait imaginer que la véritable histoire était tout à fait différente pendant tout ce temps et que le conflit, qui avait commencé par la simple intention de vendre l'héritage, s'était déjà transformé en un crime soigneusement dissimulé pendant de longues années. En mars 2014, les voisins virent Cécile pour la dernière fois. C'était la foire annuelle de Colmar, un événement qui réunissait habituellement presque tout le village. Personne ne remarqua rien d'étrange. Cécile était calme, parlait à des connaissances de choses quotidiennes et se comportait comme si rien n'avait changé. Ce jour-là, personne ne pouvait se douter qu'elle disparaîtrait ensuite pendant de longues 11 années. Quelques semaines seulement après la foire, à la mi-avril, Antoine Dubois se rendit chez le notaire local. Il déclara que sa sœur était partie et ne prévoyait plus de revenir. En confirmation, il présenta une procuration officielle. Selon celle-ci, Cécile renonçait elle-même à sa part de la maison et du vignoble en faveur de son frère. D'après ce document, Antoine avait versé une compensation financière à sa sœur et devenait le seul propriétaire de toute la propriété familiale. Sur le papier, tout semblait parfait et légal. Lorsque le notaire demanda où sa sœur était partie exactement, Antoine répondit sans hésitation qu'elle s'était retirée dans une communauté spirituelle fermée des Vosges. Elle n'aurait plus besoin de la vie mondaine et aurait décidé de s'en détacher complètement. Aucune question ne vint à l'esprit du notaire. La signature semblait authentique et les circonstances, compte tenu du mode de vie de Cécile, tout à fait crédibles. Pendant ce temps, les conversations sur la disparition de Cécile s'éteignirent rapidement dans le village. Antoine raconta aux voisins exactement la même chose que ce qu'il avait dit au notaire. Au début, les gens furent un peu surpris, mais ils s'y habituèrent rapidement. Le caractère de Cécile était connu, une femme calme, réservée, toujours à la recherche d'un sens plus profond à la vie. Son départ ne parut étrange à personne, et bientôt, il n'en fut plus du tout question. Aucune plainte ne fut déposée à la police. Personne ne donna l'alerte, et Cécile ne fut jamais officiellement déclarée disparue. Antoine continua à vivre comme si rien ne s'était passé, désormais officiellement en possession de toute la propriété de la famille Dubois. La maison était maintenue en excellent état, le vignoble était soigné. En apparence, tout semblait idéal. Et
Et cela signifiait que personne n'avait de raison de douter de la version du frère. Ainsi, la version officielle d'Antoine Dubois s'avéra si convaincante qu'elle tint bon pendant de longues années sans aucun obstacle. Ce n'est qu'après 11 ans qu'un hasard força la police à réexaminer les documents qui, en avril 2014, avaient semblé si impeccables et légaux. La révélation de l'histoire de la famille Dubois commença d'une manière tout à fait différente de la façon dont ces affaires commencent habituellement. Ce ne fut pas le résultat d'une surveillance policière secrète, des soupçons des voisins ou de l'attention de proches. En fait, la raison de la révélation fut une simple coïncidence, presque banale. En été 2025, les autorités municipales de la région du Haut-Rhin annoncèrent un vaste programme de remplacement des anciennes lignes électriques. Le projet concernait toutes les maisons construites avant 1950. La maison de la famille Dubois, une vieille demeure à l'orée de vieux chênes, fut soumise à une vérification obligatoire. Fin juillet, un électricien frappa pour la première fois à la porte d'Antoine pour inspecter le tableau électrique principal. Ce tableau se trouvait précisément dans la cave de la maison. Dans le rapport, daté d'août 2025, l'électricien décrivit en détail ce qui se passa ensuite. Selon ses dires, le propriétaire de la maison, Antoine Dubois, refusa à 3 reprises l'accès à la pièce. À chaque fois, il invoquait les mêmes raisons. La clé est perdue depuis longtemps, la porte est rouillée et ne s'ouvre pas. L'électricien nota cependant plus tard dans ce même rapport que le comportement d'Antoine avait été inhabituel et agressif. Il souligna que le propriétaire était manifestement nerveux et cherchait à mettre fin à la conversation le plus rapidement possible. L'employé de la compagnie d'énergie tenta de convaincre Antoine que le remplacement des câbles était obligatoire et que l'accès au tableau était nécessaire pour des raisons de sécurité. Antoine resta inflexible et refusa même de discuter de ce sujet. Après le 3e échec, l'entreprise s'adressa officiellement aux autorités municipales et déposa une demande d'ouverture forcée de la cave pour vérifier l'état du réseau électrique. La demande fut rapidement examinée. Dans les documents qui furent ensuite présentés à la police, la compagnie d'énergie déclara que le manque d'accès aux réseaux électriques représentait une menace potentielle pour la sécurité, tant pour le propriétaire que pour l'ensemble du village. Sur la base de cet argument, le tribunal civil rendit rapidement une ordonnance obligeant Antoine à donner accès à la cave. Et ainsi, le matin du 4 septembre 2025, 2 gendarmes, un serrurier et un représentant de la compagnie d'énergie se rendirent à la maison des Dubois. Antoine les reçut calmement et n'exprima aucune objection. Il observa seulement en silence le serrurier commencer à forcer la vieille et massive porte de la cave. Aucun des présents ne se doutait qu'à ce moment-là, non seulement une porte était ouverte, mais aussi un secret soigneusement gardé pendant 11 ans. Une fois la porte ouverte, les gendarmes entrèrent dans la cave et découvrirent Cécile. La découverte fut si inattendue et choquante que le but initial de la visite perdit immédiatement de son importance. Ainsi, une ordonnance civile formelle d'ouverture forcée de la cave, émise pour un simple remplacement des câbles électriques, révéla par hasard un crime dont personne n'avait eu le moindre soupçon. Et maintenant, les enquêteurs devaient découvrir comment Antoine avait réussi à cacher cette terrible vérité au monde entier pendant si longtemps. Dès le début de l'enquête, il fut clair pour les enquêteurs qu'il n'était pas nécessaire de chercher loin pour trouver le principal suspect. Il y avait une personne dont la présence dans cette histoire était si évidente qu'il était impossible de l'ignorer. Lorsque les gendarmes entrèrent dans la cave, Antoine Dubois était lui-même sur les lieux. Le propriétaire de la maison est la seule personne à avoir vécu ici seul pendant 11 ans. C'était lui qui n'avait pas laissé l'électricien accéder au tableau de distribution. C'était lui qui avait refusé l'accès à 3 reprises, inventant une histoire de porte rouillée et de clés perdues. Les voisins confirmèrent n'avoir vu qu'Antoine toutes ces années. Personne d'étranger n'était entré dans la maison. Personne du village n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect. Le frère de Cécile se trouvait littéralement à quelques mètres de l'endroit où elle fut trouvée chaque jour. C'est de lui que venait la version selon laquelle la sœur était partie de son plein gré et avait décidé de se retirer de la société. Et maintenant, il était clair qu'il avait simplement menti pendant tout ce temps. Les enquêteurs n'avaient
plus de doute. L'histoire qu'Antoine avait racontée au notaire était entièrement inventée. La signature de la sœur sur les documents s'avéra être un faux, ce qui fut confirmé plus tard. Il n'y avait eu aucun versement dont Antoine avait parlé. Tout ce qu'il avait raconté aux voisins, au notaire et à des connaissances était un mensonge absolu qui s'écroulait maintenant sous leurs yeux. Antoine fut arrêté immédiatement après la découverte de Cécile. Au poste de police, il se comporta calmement, n'essaya rien de nier, mais ne fit aucune confession non plus. Il resta simplement assis en silence, attendant qu'on commence à lui poser des questions. Les policiers remarquèrent que son visage ne montrait ni surprise ni peur, seulement une indifférence absolue, comme s'il avait su depuis longtemps que ce jour viendrait tôt ou tard. Les enquêteurs constatèrent officiellement qu'Antoine Dubois devint le principal et unique suspect dans l'affaire de la séquestration illégale de sa sœur. Dès ce moment, il était clair qu'il avait planifié et commis ce crime sans aide extérieure. Et maintenant, l'enquête devait recueillir suffisamment d'indices et de preuves pour l'accuser officiellement. Les premiers doutes sérieux sur la version d'Antoine surgirent lorsque les policiers fouillèrent attentivement la maison. En fait, Antoine ne se contentait pas de raconter l'histoire du départ volontaire de sa sœur. Il vivait pratiquement comme si Cécile n'était jamais partie. Et cette étrangeté fut rapidement remarquée par les enquêteurs. Lorsque les policiers commencèrent à examiner les effets personnels de Cécile, ce fut d'abord l'absence de valise ou de sac de voyage qui les frappa. Si une personne part volontairement pour une longue période, elle emporte toujours des affaires. Mais dans la chambre de Cécile, tout était resté intact. Ses vêtements pendaient dans l'armoire, ses chaussures étaient soigneusement rangées près du lit. Même son passeport, la chose la plus importante qu'elle aurait dû emporter avec elle, gisait sur une étagère dans la chambre. Il s'avéra que Cécile avait quitté la maison sans documents, sans affaires, sans emporter même le strict minimum. Cela parut extrêmement étrange. Le deuxième point important furent les reçus de caisse que les policiers trouvèrent dans la cuisine. Au début, ils n'y prêtèrent pas une importance particulière, de simples reçus de supermarché de Colmar. Mais ensuite, un des enquêteurs remarqua les dates et la quantité de produits. Il s'avéra qu'Antoine achetait régulièrement de grandes quantités de nourriture bon marché, d'eau et de conserves, et qu'il achetait de manière à constituer des provisions pour plusieurs personnes. Ce n'était pas un simple achat de nourriture pour un homme seul. Au contraire, il se dégageait l'impression qu'il nourrissait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui était resté invisible toutes ces années. Lorsque les enquêteurs rassemblèrent ces faits, la version selon laquelle Cécile avait quitté la maison volontairement parut totalement invraisemblable. Car même si l'on croyait les paroles d'Antoine, pourquoi les affaires de la sœur étaient-elles restées dans la maison? Et le passeport, sans lequel il est impossible de quitter le pays ou même de s'y déplacer normalement, gisait-il intact? Ces découvertes devinrent l'argument le plus important qui prouvait qu'Antoine cachait la vérité. Son histoire commença à s'effondrer sous le poids des preuves matérielles qui disaient quelque chose de complètement différent. Il devint évident que Cécile n'avait pas pu partir volontairement et tout laisser tel que les enquêteurs l'avaient trouvé. Il incombait maintenant à la police de clarifier les détails et de découvrir ce qui s'était réellement passé dans la maison de la famille Dubois. Dès le premier instant après l'arrestation, le comportement d'Antoine Dubois parut très étrange aux enquêteurs. Normalement, lorsqu'un suspect est amené pour un premier interrogatoire, il commence soit à se défendre activement, à se justifier, soit à admettre ouvertement sa culpabilité. Mais Antoine ne fit ni l'un ni l'autre. Il se tut simplement. Le procès-verbal du premier interrogatoire mentionne qu'Antoine n'entra presque pas en dialogue avec les enquêteurs. Aux questions simples et formelles, comme la confirmation de son nom, de son adresse et de son âge, il répondit brièvement, clairement et calmement. Mais lorsque l'enquêteur aborda le fond de l'affaire et tenta de clarifier les circonstances dans lesquelles Cécile était enfermée dans la cave, Antoine se referma immédiatement et mit fin à la communication. Lorsque l'enquêteur lui demanda directement, par exemple, « Pouvez-vous expliquer pourquoi votre sœur se trouvait dans la cave de votre maison ?» Antoine ne réagit pas du tout. Il ne contredit pas, ne montra aucune émotion, n'essaya pas de se justifier,
Il se tut simplement. Après une pause, l'enquêteur répéta la question, et alors Antoine dit seulement, d'un ton indifférent, « Je ne sais pas ». Aux questions suivantes, concernant les détails de la vie de la sœur ces dernières années, Antoine cessa complètement de réagir et se replia entièrement sur lui-même. Les procès-verbaux indiquent que le suspect ne donne aucune réponse aux questions concernant sa sœur et les circonstances de sa détention. À un moment donné, l'enquêteur décida d'essayer une autre approche et demanda pourquoi Antoine avait si activement refusé l'accès à la cave aux employés de la compagnie d'énergie. Car s'il avait laissé calmement l'électricien entrer, rien n'aurait peut-être été découvert. Mais Antoine fit à nouveau preuve d'indifférence et répéta la phrase connue « Je ne sais pas ». Aux questions insistantes sur la serrure et la porte, il répondit avec la même apathie « Elle était fermée depuis de nombreuses années. Il n'y avait pas de clé. » Tout sonnait formel, monotone, sans aucune tentative d'expliquer ou de justifier son comportement. Un psychologue, qui observa Antoine pendant l'interrogatoire, constata que le suspect semblait totalement détaché des événements. Dans son comportement, il n'y avait ni peur, ni agitation, ni remords. Au contraire, il donnait l'impression d'une personne à qui tout ce qui se passait était profondément indifférent. Il était simplement assis là, attendant que tout se termine. La conclusion du rapport psychologique déclara plus tard « Le suspect montre une résistance passive, exprimée par le refus de contact avec l'enquête. Il est possible qu'il s'agisse d'une réaction défensive lui permettant de se distancier des événements et de garder le contrôle de lui-même. » Son avocat, arrivé plus tard, annonça officiellement la position de la défense. Antoine Dubois plaidait non coupable et avait l'intention d'exercer son droit de ne pas témoigner contre lui-même. D'un point de vue juridique, c'était une décision intelligente, mais pour l'enquête, cela signifiait des difficultés supplémentaires. Sans aveu, l'enquête pouvait s'éterniser. Les policiers qui participèrent aux interrogatoires racontèrent plus tard qu'ils étaient confrontés à une telle situation pour la première fois. Normalement, même les suspects qui avouaient immédiatement ou à l'inverse, niaient véhémentement leur culpabilité, tentaient néanmoins d'expliquer leur comportement. Antoine, lui, choisit la ligne du silence complet, ce qui parut à la fois provocateur et énigmatique. Il n'essayait manifestement pas d'aider l'enquête, mais n'entreprenait pas non plus de tentatives actives pour cacher ou déformer les faits. Sa stratégie consistait exclusivement à ne pas donner d'informations supplémentaires à la police. En conséquence, après les premiers interrogatoires, la mention officielle suivante apparut dans les dossiers. Le suspect Antoine Dubois plaide non coupable, refuse de coopérer avec l'enquête et de témoigner. Cela signifiait que les enquêteurs devaient baser l'accusation exclusivement sur des preuves matérielles et des témoignages, car on ne pouvait pas compter sur un aveu ou l'aide d'Antoine. Il incombait maintenant à l'enquête de reconstituer elle-même l'image complète des événements, pas à pas, sans espoir de soutien de la seule personne qui connaissait toute la vérité. La véritable percée dans l'enquête survint lorsque les enquêteurs se concentrèrent sur le document qui était resté pendant de nombreuses années dans les archives notariales et était considéré comme une preuve irréfutable de la légalité d'Antoine. C'est précisément cette procuration d'avril 2014 qui lui avait permis à l'époque, sans le moindre doute, d'obtenir le contrôle total de la maison et du vignoble. Le document était si parfait qu'aucun juriste n'avait même pensé à douter de son authenticité. Mais maintenant, tout avait changé. Après que la police eut retrouvé Cécile vivante et qu'il fut évident qu'elle n'était pas partie volontairement, la procuration se transforma en une pièce à conviction extrêmement importante. L'enquêteur ordonna une expertise graphologique urgente, comprenant que son résultat serait décisif pour l'ensemble de l'affaire. Des échantillons d'écriture de Cécile provenant de ses lettres personnelles et de ses journaux intimes, ainsi que l'écriture d'Antoine lui-même, furent remis à l'expert. Pendant que l'expert examinait les documents, les enquêteurs vérifièrent les relevés bancaires de la famille Dubois. La procuration stipulait qu'Antoine avait transféré une compensation monétaire à Cécile pour sa part de la maison. Cependant, la vérification bancaire révéla l'absence totale de tels transferts. Ce fut le premier coup dur porté à la version officielle d'Antoine. Quelques jours plus tard,
l'expert en écriture remit ses conclusions à la police. Son rapport devint l'un des documents les plus importants de toute l'affaire. Il y était dit « L'examen effectué a clairement montré que la signature au nom de Cécile Dubois a été exécutée par une autre personne. Le caractère de l'écriture des lettres, l'inclinaison et les particularités du tracé permettent de conclure avec une forte probabilité que la signature est attribuable à Antoine Dubois. » Désormais, tout se recoupait pour l'enquête. La signature falsifiée signifiait qu'Antoine avait non seulement induit son entourage en erreur, mais aussi délibérément utilisé un faux document pour légaliser sa version des événements. Ce fait donna à la police une base solide pour une accusation officielle. Antoine ne pouvait plus prétendre que ce qui s'était passé ne le concernait pas. Après que les résultats de l'expertise eurent été présentés à la défense, Antoine perdit pour la première fois son calme absolu. L'avocat tenta d'expliquer que l'expertise ne pouvait servir de seule base à une accusation, mais le suspect lui-même préféra à nouveau se retrancher dans le silence. Il ne contredit pas les conclusions du graphologue, mais cessa simplement de réagir à ce qui se passait. La police obtint un argument de poids, ce qui lui permit d'entamer une nouvelle phase de l'enquête. Il n'était plus nécessaire d'attendre les aveux d'Antoine. Les preuves de son mensonge se trouvaient directement dans les dossiers, officiellement confirmés par un expert. Les enquêteurs comprirent que ce document n'était que le début. Il devait encore clarifier de nombreux détails pour reconstituer le tableau complet du crime qu'Antoine avait si soigneusement caché toutes ces années. Les experts n'eurent pas besoin de beaucoup de temps pour comprendre dans quelles conditions Cécile avait passé les dernières années. Pendant qu'Antoine restait silencieux lors de tous les interrogatoires, les preuves de l'enquête racontaient précisément ce que le suspect lui-même ne pouvait ou ne voulait pas dire. L'enquête disposait d'un rapport médical détaillé. Les médecins documentèrent l'état de Cécile point par point, littéralement. Dénutrition chronique du corps. C'était le premier et le plus évident signe de faim prolongée. Les documents notent que son poids était légèrement supérieur à la moitié du poids normal pour une femme de son âge. Une atrophie musculaire sévère indiquait qu'elle n'avait pratiquement pas bougé pendant de nombreuses années, sans aucune activité physique. Tous ces signes montraient clairement que la captivité avait duré bien plus que quelques mois. Un point distinct concernait les blessures sur la peau des mains et des pieds. Le rapport des médecins indiquait, sur les membres, de nombreuses traces d'une action prolongée de fixation métallique sont trouvées. Et bien que les formulations fussent prudentes, il était clair pour tout le monde de quoi il s'agissait. Les traces sur ses poignets et ses chevilles indiquaient directement que sa liberté de mouvement était fortement restreinte. Parallèlement, les experts en criminalistique examinèrent la cave. La pièce elle-même représentait un petit espace clos, sans lumière naturelle ni ventilation normale. Les murs de pierre, épais et humides, créaient une insonorisation quasi complète. Même si Cécile avait tenté d'appeler à l'aide, personne n'aurait pu l'entendre de l'extérieur. L'objet central de cette pièce sombre était une lourde chaîne métallique dont une extrémité était solidement ancrée à un vieux pressoir à vin. C'est précisément sur elle que les experts en criminalistique trouvèrent les traces les plus importantes. L'examen confirma que des empreintes digitales d'une seule personne, Antoine Dubois, étaient restées sur la chaîne. Aucune autre empreinte ne fut trouvée. Cela excluait complètement l'implication d'autres personnes et indiquait que seul Antoine avait interagi avec les objets qui retenaient Cécile. Les policiers examinèrent également attentivement les reçus de supermarché trouvés dans la maison. Ils devinrent une preuve indirecte importante que les produits et l'eau étaient régulièrement livrés précisément dans la cave. La liste de courses semblait monotone. Conserves bon marché, gruau, eau embouteillée en grande quantité. Cela confirmait l'hypothèse qu'Antoine maintenait l'existence minimale de sa sœur dans des conditions d'isolement complet, faisant tout pour ne pas éveiller de soupçons inutiles au magasin. Chaque jour, les enquêteurs voyaient plus clairement que la situation dans laquelle Cécile se trouvait avait été planifiée à l'avance et maintenue avec soin et méthode. Les indices, les rapports médicaux et les expertises médico-légales, une fois assemblés, créèrent une image qui ne laissait plus de place aux versions de départ volontaire ou de hasard. La conclusion finale des experts fut courte et sans équivoque. L'état de Cécile
Les conditions de la cave et les preuves matérielles indiquent directement sa détention forcée et prolongée pendant des années, en isolement complet du monde extérieur. L'enquête était maintenant confrontée à une nouvelle tâche: clarifier le motif et comprendre ce qui avait précisément poussé Antoine Dubois à un acte aussi cruel envers sa propre sœur. Une fois la version de la disparition volontaire de Cécile complètement écartée, l'étape logique suivante pour l'enquête fut de vérifier toute personne ayant jamais eu un lien avec la famille Dubois et qui aurait pu avoir un motif personnel. Et ici, la situation apparemment tout à fait évidente avec Antoine prit un tournant inattendu pendant un court instant. Lors de l'un des rares interrogatoires, lorsqu'Antoine décida tout de même de rompre son silence, il prononça un nom qui alerta immédiatement les enquêteurs. C'était l'ancien fiancé de Cécile, un homme avec qui elle avait été fiancée et que tout le village connaissait. Selon Antoine, Cécile avait vécu avec cet homme une rupture difficile et désagréable peu avant sa disparition. De plus, Antoine déclara directement que l'ancien fiancé n'avait peut-être jamais surmonté la rupture et qu'il pouvait être impliqué dans les événements. Le nom de l'ancien fiancé apparut pour la première fois dans l'affaire, ce qui força l'enquête à accorder une attention particulière à cette version. Les enquêteurs décidèrent de vérifier cette piste de manière méthodique. Si les paroles d'Antoine s'étaient confirmées, cela aurait fondamentalement changé l'ensemble du tableau du crime. Antoine n'aurait plus été le seul suspect, et l'affaire aurait pu prendre une toute autre direction. Les policiers interrogèrent les voisins et les connaissances pour obtenir des détails sur la relation entre Cécile et son ancien fiancé. En fait, la majorité des villageois confirmèrent que le couple ne s'était pas simplement séparé. Beaucoup se souvenaient de disputes bruyantes, parfois même entendues dans la rue. Plusieurs personnes mentionnèrent que l'ancien fiancé avait eu du mal à supporter la rupture et avait même tenté à plusieurs reprises de parler à Cécile, mais elle avait refusé tout contact avec lui. Pendant un certain temps, la version concernant l'ancien fiancé sembla convaincante. Les enquêteurs firent des demandes auprès des services d'immigration pour vérifier son lieu de séjour pendant la période de la disparition de Cécile. S'il avait été à proximité, il aurait eu un mobile et la possibilité de commettre le crime. La police vérifia attentivement toutes les données disponibles concernant ses déplacements et sa biographie, sans omettre un seul détail. Mais quelques jours plus tard, une réponse officielle des services d'immigration changea complètement la situation. Il s'avéra que l'ancien fiancé de Cécile avait quitté la France 6 mois avant sa disparition. Il avait officiellement déménagé au Canada dans le cadre d'un contrat de travail et y était resté toutes les années suivantes sans en sortir. Cela fut confirmé à la fois par les données des autorités canadiennes et par les rapports officiels de l'employeur que les enquêteurs reçurent dans le cadre d'une demande internationale. Des conversations téléphoniques et des messages électroniques furent également examinés afin d'exclure tout contact de l'ancien fiancé avec Cécile pendant sa disparition. Les enquêteurs ne trouvèrent rien qui aurait pu indiquer son implication dans les événements. La version s'effondra complètement. Après avoir reçu toutes les informations, l'enquête clôtura officiellement la piste de l'ancien fiancé. Il était désormais définitivement clair qu'Antoine avait simplement essayé de détourner les soupçons de lui-même en utilisant un nom étranger et des circonstances passées. À partir de ce moment, il ne resta à nouveau qu'un seul nom de famille dans les dossiers, et les enquêteurs comprirent qu'ils n'avaient plus à perdre de temps avec des versions alternatives. La seule personne qui avait un motif réel et la possibilité de commettre ce crime restait Antoine Dubois lui-même. Il restait aux enquêteurs à comprendre l'essentiel qui était réellement Antoine Dubois et pourquoi il s'était décidé à un acte qui donna des frissons à son entourage. Les circonstances extérieures étaient évidentes, mais ne pouvaient pas expliquer complètement comment une personne en vient à séquestrer sa sœur pendant des années. Pour cela, l'enquête plongea dans l'histoire personnelle d'Antoine, dans sa biographie, et tenta de trouver une explication. Dans le village, tout le monde le connaissait, mais personne ne pouvait dire qu'il le comprenait vraiment. Antoine était un solitaire typique. Il n'avait jamais eu d'emploi stable. Il vivait au jour le jour, accomplissant de petites tâches pour les habitants et recevant de petites sommes d'argent en retour. Il n'avait pas d'amis et évitait toute conversation, sauf les plus superficielles. Ceux qui avaient affaire à lui remarquaient sa discrétion et sa distance.
Même le facteur local se souvenait qu'Antoine parlait rarement plus de quelques phrases et semblait toujours être une personne qui voulait mettre fin à la conversation le plus rapidement possible et être seul. La seule chose sur laquelle les voisins étaient unanimement d'accord était son soin inhabituel, presque fanatique, pour la maison. La maison et le terrain qui l'entourait étaient toujours maintenus en parfait état. Antoine pouvait passer des heures à tailler les vignes, à s'occuper des fleurs, à peindre les clôtures et à remettre en ordre de vieux meubles. Tout cela ne se faisait pas simplement pour maintenir la propreté, mais comme si la maison était le sens de sa vie. Certains villageois se souvenaient qu'Antoine avait dit un jour à un des voisins « Cette maison est la seule chose que j'ai ». À l'époque, ces mots n'avaient pas été pris au sérieux. Mais maintenant, ils sonnaient tout à fait différemment. Les enquêteurs vérifièrent les documents financiers de la famille Dubois pour les mois précédant la disparition de Cécile. Dans les relevés bancaires, une image inquiétante apparut rapidement. Antoine avait d'importantes dettes de crédit qu'il ne remboursait plus depuis longtemps. La dette totale était sérieuse et elle augmentait constamment. Les intérêts s'accumulaient et les revenus ne suffisaient même pas pour des paiements minimaux. Si la maison avait dû être divisée et une partie de la propriété vendue, cela aurait pu le priver complètement de son unique soutien financier et le laisser pratiquement sans ressources. Les psychologues consultés par l'enquête pour établir un portrait du suspect mirent un accent particulier sur cette situation. Selon eux, la maison parentale ne représentait pas seulement une valeur matérielle pour Antoine. C'était une partie de sa personnalité, le fondement de sa perception de soi. En l'absence de carrière, de famille et de liens sociaux, la maison était devenue le seul point d'ancrage. Toute menace de perdre la maison était perçue par lui comme une menace de destruction de toute sa vie. Le rapport psychologique contenait la formulation suivante. Antoine Dubois présente des signes prononcés d'un attachement pathologique à la propriété familiale. La perception de la maison et du terrain attenant comme une extension de sa propre personnalité aurait pu, en cas de menace de perte, conduire à des formes de comportement extrêmes. L'enquête conclut que la situation financière et les traits de caractère personnel d'Antoine convergèrent à un moment donné et le poussèrent à des mesures extrêmes. Lorsque sa sœur déclara son intention de vendre sa moitié de l'héritage, il fut confronté à la perspective de perdre non seulement une partie de la propriété, mais aussi le fondement de sa vie. C'est précisément à ce moment, selon l'avis des experts, qu'Antoine choisit la voie du contrôle total de la situation. Priver sa sœur de la possibilité de disposer de sa part de la propriété et conserver la maison entièrement entre ses mains. Le mobile fut officiellement consigné dans les dossiers. Attachement pathologique à la maison en combinaison avec une situation financière difficile. Pour les enquêteurs, cela signifiait qu'ils comprenaient maintenant clairement pourquoi le suspect avait entrepris une telle démarche. Il ne leur restait plus qu'à comprendre les détails. Comment Antoine avait réussi à cacher son secret aussi longtemps et aussi soigneusement. L'interrogatoire décisif d'Antoine devint pour les enquêteurs la phase cruciale de toute l'enquête. Jusqu'à ce moment, il avait préféré garder le silence ou parler brièvement, indifféremment et sans émotion. Mais maintenant, pour la première fois, toutes les preuves recueillies lui furent présentées simultanément, expertise, témoignages et rapports officiels d'experts. La tâche de l'enquête était claire. Faire en sorte que le suspect rompe son silence et explique pour la première fois ce qui s'était passé. Antoine sembla d'abord aussi calme que toujours. L'enquêteur énuméra méthodiquement chaque pièce à conviction. D'abord, l'expertise graphologique fut présentée, confirmant la falsification de la signature de la sœur sur la procuration. Ce document avait couvert pendant des années le mensonge selon lequel Cécile avait volontairement renoncé à sa part d'héritage et était partie. Antoine n'essaya pas de contester les résultats de l'expertise et ne réagit en aucune manière à ce qu'il entendit. La preuve importante suivante furent les empreintes digitales. L'enquêteur informa que les experts en criminalistique les avaient trouvées sur la chaîne, sur la serrure et sur toutes les fixations dans la cave. Il n'y avait pas d'autres empreintes, seulement celles d'Antoine. Même après cette information, il continua à se taire, fixant quelque part dans le vide, comme si rien de ce qui était dit n'avait de rapport avec lui. Ensuite, l'enquêteur commença à parler de l'ancien fiancé de Cécile,
sur lequel Antoine avait auparavant tenté de détourner les soupçons. Cette version fut également réfutée par les données officielles des services d'immigration et de l'employeur du Canada. Le fiancé n'avait pas pu se trouver physiquement en France au moment de la disparition de Cécile. Son absence du pays était consignée par des documents et fut confirmée par l'absence totale de toute trace de sa présence dans le village. À ce moment, le comportement d'Antoine changea pour la première fois. Il cessa de regarder sur le côté, perdit un instant son calme habituel et dit brièvement à l'enquêteur que Cécile avait l'intention de vendre la maison. Il dit cela comme si cette simple phrase expliquait absolument tout ce qui s'était passé. Pour l'enquête, ce fut la première véritable piste, la première admission indirecte du motif. Bien sûr, Antoine n'avoua pas directement l'acte. Il ne raconta pas comment tout s'était passé. Il ne confirma pas les détails trouvés par les experts. Mais par sa réponse, il fit clairement comprendre que le conflit concernant la vente de la maison avait été réel et sérieux. Ce fut précisément le moment où les enquêteurs obtinrent la confirmation des suppositions qui s'étaient formées depuis longtemps au cours de l'enquête. L'interrogatoire se poursuivit, mais Antoine se referma à nouveau et revint au silence. Il ne répondit plus à aucune question, ne réagit plus aux nouvelles preuves et faits. Néanmoins, ce qu'il avait dit suffit aux enquêteurs. Même cette brève remarque sur le désir de la sœur de vendre la maison permit de consigner officiellement le motif dans le dossier. L'attachement pathologique d'Antoine à l'héritage familial et la peur de le perdre. Les enquêteurs savaient qu'ils ne parviendraient pas à obtenir d'Antoine des aveux au sens plein du terme. Il avait choisi la stratégie de la résistance passive et n'avait pas l'intention de changer de position. Néanmoins, cet interrogatoire fut suffisant pour comprendre clairement. Antoine n'avait pas commis le crime par hasard ou par un acte impulsif, mais par sa propre logique interne. Pour lui, la maison était effectivement toute sa vie, et il était prêt à tout faire pour la conserver, même à transgresser la limite de la loi et de la moralité. À partir de ce moment, l'enquête disposait d'un mobile absolument clair et de preuves matérielles confirmées. Les enquêteurs étaient maintenant prêts pour l'étape suivante, l'inculpation officielle et le renvoi de l'affaire devant le tribunal. L'enquête ne disposait que d'une seule source capable de reconstituer entièrement le tableau de ce jour où Cécile disparut de la vie normale et fut emprisonnée dans sa propre maison. Cette source était elle-même. Ses premières déclarations devinrent les preuves les plus précieuses et irréfutables dans une affaire où toutes les circonstances avaient longtemps été entourées d'un secret absolu. Les déclarations de Cécile furent recueillies directement dans la chambre d'hôpital. Les médecins ne permirent aux enquêteurs de la voir que quelques jours après son admission, car elle était très faible et ne pouvait pas parler longtemps physiquement. Sa voix était faible, avec de longues pauses entre les mots, mais chaque phrase qu'elle prononça devint décisive pour l'enquête. Cécile raconta que le jour de sa disparition, Antoine l'avait appelée pour l'aider dans la cave, prétendument pour faire un inventaire de la collection de vin laissée par les parents. Il lui avait demandé de descendre la première, disant qu'il reviendrait tout de suite avec des papiers. Une fois en bas, alors qu'elle commençait à inspecter les bouteilles, elle entendit les pas de son frère derrière elle. Elle ne se retourna pas, rien n'éveillait de soupçon. L'instant d'après, elle sentit un violent coup à l'arrière de la tête et perdit immédiatement connaissance. Cécile se réveilla déjà enchaînée au lourd pressoir à vin. Autour d'elle, il faisait sombre et froid. Elle comprit immédiatement qu'elle était dans la cave, mais ne pouvait pas croire que c'était Antoine qui avait fait cela. Dans les premières heures, elle cria, tenta de se libérer, mais elle comprit que personne ne l'entendait. Au bout d'un certain temps, son frère revint et lui dit froidement qu'elle resterait ici aussi longtemps que nécessaire pour qu'elle oublie la maison et l'idée de la vendre. Ces mots restèrent là gravés en elle pour toujours. Dans ses déclarations, Cécile décrivit également en détail comment sa vie en captivité s'était déroulée. La nourriture et l'eau apparaissaient irrégulièrement, souvent seulement tous les quelques jours. Antoine ne lui parlait pratiquement pas. Il déposait silencieusement des sacs de nourriture et repartait aussitôt. Elle ne savait même pas quel jour ou quelle année c'était et perdit progressivement l'orientation dans le temps. Les enquêteurs lui posèrent des questions détaillées pour confirmer ses paroles par des preuves physiques. La position de la chaîne,
de la serrure, les produits trouvés dans la cave. Tout ce que Cécile raconta correspondait entièrement au rapport des experts et aux traces trouvées. Ces déclarations devinrent la confirmation absolue que la version d'Antoine de la disparition volontaire était un mensonge du premier au dernier mot. Lorsque l'enquête termina l'enregistrement de ces déclarations, il fut définitivement clair qu'Antoine n'avait pas seulement tenté de cacher les circonstances de ce qui s'était passé. Il avait tout soigneusement planifié à l'avance, sachant exactement quoi et comment il allait le faire. Cécile non seulement confirma les principales suppositions de l'enquête, mais devint aussi le principal témoin contre son propre frère, en révélant des circonstances que personne d'autre ne pouvait connaître. Maintenant, l'enquête n'avait plus aucun doute sur qui et pourquoi avait commis ce crime. La seule personne qui pouvait tout raconter sans déformation le fit avec une telle précision et clarté que les enquêteurs n'eurent plus besoin de faire des suppositions et de chercher des versions alternatives. Antoine fut définitivement confondu par les paroles de la personne qu'il avait tenté de cacher au monde pour toujours. La confrontation entre Antoine et Cécile devait tout clarifier définitivement. Ce fut le moment où l'accusé se retrouva pour la première fois face à la personne dont la vie avait été entièrement détruite par son acte. Les enquêteurs savaient à quel point cette rencontre serait difficile pour les deux. Mais le plus important était de voir comment Antoine lui-même réagirait aux paroles de Cécile. Il pouvait poursuivre son silence obstiné ou enfin admettre ce que tous autour de lui avaient déjà compris. Lorsque Cécile commença à faire sa déclaration, Antoine évita de regarder dans sa direction. L'enquêteur lut des extraits de ses paroles initiales, recueillies à l'hôpital. Comment le frère l'avait appelé à la cave, prétendument pour l'aider à compter la collection de vin des parents. Comment le coup inattendu avait suivi et comment les années sans fin d'isolement avaient alors commencé. Elle parlait lentement. Sa voix était toujours faible, mais il y avait en elle la certitude d'une personne qui n'a plus rien à perdre. Pendant tout son récit, Antoine resta complètement immobile. Il semblait que non seulement il refusait de la regarder dans les yeux, mais qu'il tentait de s'isoler complètement de sa présence. Les enquêteurs observèrent attentivement sa réaction, essayant de déceler la moindre émotion, remords, inquiétude, colère. Mais Antoine semblait figé, devenant complètement impénétrable pour ce laps de temps. Après avoir terminé son récit, Cécile se tut. Un silence complet régna dans la pièce. L'enquêteur, qui comprenait déjà que c'était le moment décisif, posa à Antoine l'unique et la plus importante question, s'il confirmait les paroles que sa sœur venait de prononcer. Les enquêteurs s'attendaient à ce qu'il retombe dans le silence ou commence à nier des évidences, mais la réaction d'Antoine surprit tout le monde. Il leva les yeux pour la première fois et, sans regarder sa sœur, dit doucement et presque indifféremment « Oui ». Ce court mot fut consigné au procès-verbal comme confirmation officielle de la véracité des déclarations de Cécile. Bien sûr, Antoine ne donna pas d'explication détaillée ni de détails, mais pour l'enquête, cela n'avait plus d'importance. Le mot « oui » qu'il prononça en présence de la victime elle-même lui ôta définitivement la possibilité de continuer à cacher ce qui s'était passé. Les enquêteurs comprirent. Ce n'était pas un aveu au sens plein du terme. Antoine ne parla pas de motif, ne montra aucun remords et n'avait pas l'intention de se justifier. Mais le mot qu'il prononça suffit à consigner officiellement son implication dans le crime. Maintenant, l'enquête n'avait plus aucun doute. Antoine Dubois avait pour la première fois personnellement reconnu sa responsabilité, même si c'était dans un format minimal. À partir de ce moment, l'enquête disposait de tout le nécessaire pour clore définitivement l'instruction et remettre l'affaire au tribunal. Après que l'aveu d'Antoine eut été prononcé, les enquêteurs purent enfin reconstituer toute la séquence des événements et comprendre comment cette histoire s'était développée depuis le début. Maintenant, chaque détail se mettait en place et toute la chaîne des actions devint claire et irréfutable. Tout commença peu après le décès des parents en juin 2013. La maison de la famille Dubois revint à parts égales à Cécile et Antoine. Au début, ils tentèrent de vivre comme auparavant, mais il devint évident que les intérêts du frère et de la sœur divergeaient. Antoine,
pour qui la maison était la seule valeur dans la vie et un moyen de préserver un certain statut, n'avait pas l'intention de la perdre. Cécile, en revanche, voulait vendre sa part pour obtenir de l'argent et commencer une nouvelle vie, loin du village et des souvenirs familiaux. La tension entre eux monta pendant des mois. Antoine tenta de faire changer d'avis sa sœur, mais sa décision ne fit que se renforcer. En mars 2014, lorsque Cécile informa officiellement son frère qu'elle voulait vendre sa moitié, il comprit définitivement que la maison pourrait être perdue. C'est alors qu'il prit la décision qui allait sceller le destin des deux. Sous un faux prétexte, Antoine demanda à sa sœur de l'aider à compter les réserves de vin dans la vieille cave familiale. Pour Cécile, cela sembla absolument naturel. Elle accepta et descendit, sans se douter de rien. Là, dans l'obscurité et l'humidité de la cave, Antoine la frappa inopinément à la tête et profita de l'instant pour priver sa sœur de la possibilité de partir. Puis il l'attacha, la liant avec une chaîne au vieux pressoir à vin, ne lui laissant aucune chance de se libérer seule. L'étape suivante fut la falsification de documents officiels. Antoine comprit très bien qu'il aurait besoin d'une légende convaincante pour que personne ne pose de questions inutiles. Il falsifia soigneusement la signature de sa sœur sur la procuration et convainquit le notaire que Cécile avait volontairement renoncé à sa part en échange d'une compensation monétaire et était partie dans une communauté spirituelle isolée. Personne ne douta de cette version car le caractère de Cécile permettait tout à fait une telle évolution des événements. Depuis, la vie d'Antoine se déroula selon un double schéma strict. Pour les voisins, il continuait de jouer le rôle du frère solitaire et responsable qui s'occupait avec soin de la maison parentale, tandis que dans la cave se poursuivait la tragédie silencieuse de Cécile, qui se trouvait en isolement complet. Il achetait régulièrement au supermarché des produits bon marché et de l'eau, assurant ainsi les conditions minimales de son existence, mais ne lui donnant aucune chance de salut ou d'aide. Ainsi passèrent de longues 11 années. Des années de silence absolu, d'invisibilité et de désespoir. La seule raison de la découverte du crime fut une banale coïncidence, la vérification des câbles électriques et l'entêtement des autorités municipales. Lorsque les ouvriers forcèrent la porte de la cave, Cécile fut retrouvée vivante, mais à peine capable de bouger. Maintenant, après que l'aveu officiel d'Antoine lui-même eut été prononcé, la chronologie du crime reconstituée par l'enquête obtint le statut de version officielle des événements. Les enquêteurs avaient une image complète de la façon dont ce crime avait été planifié, commis et caché pendant plus d'une décennie. Il ne leur restait plus qu'une étape, accuser officiellement Antoine Dubois et remettre les dossiers au tribunal. La salle d'audience était pleine. Antoine Dubois était assis en silence, sans émotion. Toutes les preuves recueillies étaient claire et univoque, la falsification des documents, l'isolement de la sœur dans la cave, la confession complète de Cécile. L'avocat tenta de parler des problèmes psychologiques d'Antoine, mais le tribunal estima que cela ne constituait ni une justification ni une raison d'atténuer la peine. Antoine ne prononça pas de dernier mot. Il ne regarda ni le juge, ni sa sœur, ni les personnes présentes. Il était clair qu'il avait pris sa décision à l'avance et n'avait plus l'intention d'expliquer quoi que ce soit. Le tribunal décida de le déclarer coupable en tenant compte de la cruauté particulière des actes, de la durée de la détention de sa sœur et de la pleine conscience du crime commis. Antoine Dubois fut condamné à 30 ans de prison avec une peine de détention réelle sans droit à une libération anticipée avant les 2/3 de la peine fixée. L'affaire de la famille Dubois fut définitivement close, et la maison passa sous le contrôle de l'État en attendant que son sort futur soit décidé. Après le verdict, Antoine commença à purger sa peine, et pour Cécile, une longue et difficile réhabilitation commença. Des médecins et des psychologues l'aidèrent à revenir progressivement à une vie normale et à retrouver sa santé, qu'elle avait perdue pendant les années d'isolement. Elle quitta le village et s'installa dans une petite ville, loin de l'endroit qui lui rappelait tout ce qu'elle avait vécu. La maison de la famille Dubois fut mise en vente sur décision du tribunal. Les acheteurs ne se manifestèrent pas pendant longtemps. Sa réputation était trop sombre après les événements. Finalement, l'une des entreprises locales acquit la propriété,
décidant de transformer la maison en un petit hôtel pour touristes. La cave elle-même, qui avait acquis une triste notoriété dans toute la communauté, fut entièrement comblée et murée. Légalement, la justice avait été rétablie. Antoine reçut la peine qu'il méritait, et Cécile eut la possibilité de commencer une nouvelle vie, bien que le passé continuât de l'affecter. L'affaire était officiellement classée, mais pour les habitants de Vieux-Chêne et des villages voisins, elle resta un rappel de la fragilité de la frontière entre la vie quotidienne et une tragédie qui peut se cacher derrière la façade d'une maison tout à fait ordinaire.